J'ai reçu une myriade de questions concernant l'affaire de Navalny. Et plutôt que de répondre à chacun séparément en répétant exactement la même chose, j'ai décidé de m'en exprimer publiquement. Mettons-nous d'accord dès le début que j'ai vraiment du mal à prononcer le mot Navalny à la française Navalny. Donc je vais continuer à l'appeler Navalny à la russe et j'espère que votre compréhension n'en sera pas biaisée. Alors, la ligne directrice de tout le message que je m'apprête à vous passer, c'est que on ne saura probablement jamais, ou peut-être seulement dans 10, 20, 30 ans, quand tout sera sorti des archives, on ne saura pas réellement ce qui s'est passé avec cette affaire de Navalny entre Tomsk et Omsk en Russie, s'il a été empoisonné, si c'était une tentative de meurtre, si c'était autre chose, ou s'il a mangé un truc de travers et que c'était tout simplement une intoxication élémentaire. Donc on va procéder dans l'ordre. Premièrement, les médecins russes ont essayé de le soigner comme ils pouvaient avec les moyens de bord qu'ils avaient là-bas dans cette ville provinciale, en déclarant que c'était probablement une intoxication alimentaire. D'accord? À peu près 48 heures plus tard, la famille de Navalny et puis ses proches, ses collaborateurs, ont réussi à obtenir son expatriation à l'hôpital allemand, avec un avion privé. Donc les Allemands l'ont ramené chez eux, ils lui ont fait faire des tests et bien sûr, très rapidement, je pense que c'était en 24 heures ou à peine 48 heures, l'Allemagne déclare au monde entier que Navalny a été empoisonné avec une substance qui s'appelle Novichok. Donc cette substance est maintenant très connue du grand public, surtout depuis mars 2018, lorsque la famille Skripal, en l'occurrence un ex-officier de FSB, Skripal avec sa fille Yula, ou Yulia, comme disent les Français, ont été empoisonnés à Londres. Donc, tout de suite, j'ai envie d'attirer votre attention sur un détail quand même qui n'est pas du tout négligeable. Regardez comment les Anglais étaient équipés lors de cette affaire en 2018 à Londres, lorsqu'ils ont promulgué, lorsqu'ils ont dit que Skripal était empoisonné par Novichok. N'est-ce pas, il y a une sacrée différence entre 2018 et août 2020, lorsque Navalny était transporté par les Allemands déjà directement à l'hôpital allemand. On ne voit absolument plus du tout les mêmes costumes protecteurs, on ne voit pas du tout les mêmes masques. Et visiblement, malgré ça, même après, lorsqu'ils ont soi-disant découvert que c'était la substance Novichok, toute la famille et l'équipe d'ailleurs de Navalny, enfin ses proches, avaient accès très simple et très facile à la chambre de Navalny. Donc déjà, il y a quand même une dichotomie vraiment remarquable entre une affaire et l'autre, en l'espace de seulement 2 ans et demi. Et quand on pense à ça, déjà, je pense que c'est un très bon point pour commencer à se poser les questions. Pourquoi, dans un cas précis, il y a eu carrément l'intervention de l'armée pour nettoyer le quartier. On n'a pas laissé rentrer des civils dans ce périmètre-là. Or, pendant le transport de Navalny entre la Russie et l'Allemagne, et y compris à l'hôpital en Allemagne, tout le monde y avait accès sans aucun problème et surtout, il n'y a eu absolument pas la même protection chimique ou que sais-je encore. Ça, c'était le premier point qui, selon moi, déjà devrait mettre la puce à l'oreille à pas mal de monde. Mais visiblement, enfin en tout cas d'après ce que je constate, il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent cette question. Maintenant, l'autre chose, c'est que à partir du moment où on a déclaré que c'était la substance Novichok, qui est quand même une arme chimique par excellence et qui était élaborée par les Russes à la fin du XXe siècle, et donc encore aujourd'hui, les Russes seraient. Alors, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas vraiment fact-checké, je n'ai pas cherché à savoir vraiment en profondeur c'est quoi cette substance, qui l'a produit, qui a accès, etc. Mais en tout cas, globalement, dans le conscient collectif, les masses médias nous apprennent que seuls les Russes ont accès à cette substance puisqu'ils sont les seuls producteurs de ce truc-là et les Occidentaux n'ont jamais été capables de reproduire cette molécule. Donc déjà, deuxième truc, assez curieux et intéressant. Donc à partir du moment où les Allemands ont déclaré que c'était la substance Novichok, donc automatiquement, bien sûr, c'était le Kremlin qui a essayé d'empoisonner un opposant politique.
Et à partir de là, nous tombons sur, enfin en tout cas moi je tombe sur une ramification de au moins 2 points qui sont pas moins importants que le précédent. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Navalny n'est pas vraiment considéré en Russie, par les citoyens russes, comme un véritable opposant politique, malgré tout ce que les masses médias occidentaux peuvent vous raconter à la longueur des journées, quoi. Les Russes ne considèrent pas vraiment Navalny comme un opposant politique. Pourquoi? Puisque, premièrement, cet homme n'a pas vraiment un programme politique. Beaucoup d'interviews qu'il a données, tout ce qu'il démontre, c'est qu'il n'a pas vraiment une vision pour la Russie. Donc, selon moi, politiquement parlant, il ne tient pas la route. Par contre, c'est quelqu'un qui, donc initialement c'était un blogueur, aujourd'hui il est devenu ce qu'il est devenu à travers le monde, vous trouverez vous-même le qualificatif nécessaire. C'est quelqu'un qui est très utile dans la société russe puisqu'il, vous me passerez l'expression, il remue véritablement la merde dans la société russe, c'est-à-dire qu'il démontre par A plus B la présence de la corruption dans l'appareil étatique, enfin absolument à tous les niveaux d'ailleurs, que ça soit l'appareil étatique, que ça soit dans les médias, etc., etc. Donc le travail qu'il fait est extrêmement utile. Et je pense que si on n'avait pas quelqu'un comme Navalny aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui auraient autant de courage et autant de moyens aussi de faire ces recherches et de prouver, on va dire, de manière documentaire, de manière bien tangible, puisque toutes les vidéos que Navalny produit sur YouTube, en fait, lui et son équipe, ils arrivent à retrouver comment dire, les preuves dans les cadastres à l'étranger, notamment en France par exemple. Ici, dans le sud de la France, il y a certains Russes, certains fonctionnaires qui achètent des biens immobiliers, tout comme par exemple ils achètent aussi des bateaux qui sont complètement en dehors de leurs revenus officiellement déclarés. D'accord? Donc automatiquement, bien sûr, nous sommes là en présence de corruption à grande échelle et Navalny avec son équipe, c'est exactement ce qu'il démontre et il le fait, selon moi, assez bien. Donc encore une fois, pour résumer, pour moi, c'est un personnage, on va dire, c'est un personnage public qui est très important en Russie, et donc en aucun cas, personne, à mon avis, ne crachera pas là-dessus. En revanche, en tant opposant politique, il n'est pas considéré en tant que tel par une grande majorité de Russes, et je pense que quand je dis la grande majorité, c'est largement au-delà de 50%, malgré tout ce que les médias occidentaux vont dire concernant Navalny et concernant tout ce qu'il fait à l'encontre, on va dire, du pouvoir en place, c'est-à-dire de Poutine. Quand je vous dis tout ça, ce qu'il faut comprendre là-dedans, je me suis déjà exprimé dans une vidéo auparavant là-dessus, c'est que je ne suis pas pro-Poutine, je ne suis pas contre Poutine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine, c'est une figure emblématique et très forte au niveau international. Et aujourd'hui, même les pires de ses ennemis le reconnaissent. Donc Poutine, c'est vraiment quelqu'un de très fort à l'international. Par contre, au niveau national, c'est une autre histoire. Et il faut être à l'intérieur en Russie pour se rendre compte et pour le comprendre. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant, puisque ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc, cela étant dit que je suis ni pro-Poutine ni anti-Poutine, je suis ni pro-occidental ni anti-occidental, j'essaie simplement de décrire la situation telle qu'elle avec un regard vraiment extérieur et en étant complètement extirpé de toute cette affaire, puisque je n'ai pas d'action chez Navalny, je n'ai pas d'action chez Poutine ou Poutine, comme on dit en Russie, tout comme je n'ai pas d'action chez les États occidentaux qui font partie de la ligue très amicale des Russes qui s'appelle l'OTAN, n'est-ce pas? Bon, donc je disais qu'on arrivait en fait sur une ramification d'au moins 2 points. Donc le premier point, c'est que pour moi, tout comme pour la majorité des Russes, Navalny n'est pas tant un opposant politique, mais plutôt une sorte de arriviste opportuniste qui cherche par tous les moyens d'attirer les projecteurs du monde entier sur lui pour pouvoir promouvoir en fait son idéologie et notamment pour démontrer au monde que la Russie est corrompue, bien qu'on le sait déjà. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il cherche à attirer les projecteurs du monde entier sur lui, c'est précisément ce qu'il fait aujourd'hui en étant en Allemagne, puisqu'il n'arrête pas de donner des interviews à droite et à gauche, notamment à des magazines comme Spiegel, et il proclame à quiconque veut l'entendre que les Occidentaux devraient adopter de nouvelles sanctions supplémentaires contre la Russie et notamment contre les proches de Poutine.
La chose qui irrite énormément de Russes, moi y compris, puisque nous avons là nous sommes là face à un gars qui est peut-être une figure maintenant emblématique et publique, mais qui se permet quand même, il réclame à l'Occident des sanctions contre son propre pays, dans lequel il est censé de vivre. Moi, je trouve ça, pour le moins, extrêmement déplacé de sa part. À partir du moment où l'Allemagne a déclaré au monde entier que Navalny serait empoisonné par Novichok, automatiquement, on a commencé à créer dans la Commission européenne comme quoi la Russie n'est vraiment plus un partenaire de l'Europe, que Poutine c'est vraiment un monstre. Alors peut-être, je veux dire, personnellement, premièrement, je ne sais pas, je n'étais pas ni à Tomsk ni à Omsk, je n'ai pas été dans l'avion avec Navalny, je n'ai pas été à l'hôpital avec lui, je n'ai pas été dans l'avion entre Tomsk et l'Allemagne, je n'ai pas été en Allemagne avec, et je n'ai pas été dans les laboratoires soi-disant indépendants, que ce soit allemand, français ou suédois, qui auraient confirmé que c'était bien, bel et bien la substance Novichok. Donc personnellement, je n'ai aucune preuve que chacun ne rajoute pas du sien dans cette histoire, n'amplifie pas les faits, etc. Mais une chose est sûre, c'est que peut-être que Poutine a essayé d'empoisonner Navalny. Nul ne le sait réellement. Peut-être que Navalny a bouffé quelque chose de travers et ce n'était qu'une très très forte intoxication alimentaire. Peut-être même que les services occidentaux ont essayé d'empoisonner Navalny. Pourquoi pas, après tout? Puisque curieusement, l'affaire est intervenue le 20 août 2020, en plein milieu de la énième révolution de couleur qui se déroulait en Biélorussie. Pourquoi pas ne pas supposer que cette tentative de meurtre ou d'élimination de ce personnage était une tentative de peut-être de détourner l'attention de la Biélorussie. Mais il y a quand même un autre paramètre particulièrement intéressant et criant, selon moi, c'est que dès que l'Allemagne a déclaré qu'il y a eu dans l'affaire cette substance qui est Novichok, qui est une arme chimique et une arme extrêmement nocive, tout de suite, les voix ont commencé à se lever dans la Commission européenne comme quoi on devrait, en guise de protestation ou en guise de manifestation contre Poutine et toutes ces actions en Occident, on devrait peut-être de stopper le projet Nord Stream 2. À savoir, c'est un gazoduc qui arrive en direct de Russie vers l'Allemagne en passant par la mer Baltique. Et donc là, on a commencé à parler pour arrêter ce projet qui d'ailleurs est normalement, enfin je sais pas, je n'ai pas vraiment suivi de près cette affaire, mais qui est pas loin de la fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce gazoduc arrive en direct de Russie en Allemagne, donc probablement l'Allemagne c'est un des pays qui en est le plus intéressé. D'accord? Et donc lorsque nous avons des députés allemands, comme d'autres députés dans la Commission européenne, qui commencent à pousser une gueulante au micro en disant qu'on devrait arrêter, en dehors bien sûr des sanctions, d'autres sanctions économiques ou peut-être des frappes chirurgicales contre des proches de Poutine, c'est-à-dire des sanctions personnelles à émettre, on devrait arrêter ce projet. J'ai envie de vous dire, il n'y a qu'un seul pays au monde qui est intéressé d'arrêter ce projet, il s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et ils font tout, absolument tout, pour mettre les bâtons dans les roues de ce projet. D'ailleurs, un autre paramètre qui me fait doucement rigoler, les Russes seraient les seuls producteurs de cette substance, qui est Novichok. Naturellement, uniquement les services secrets ont accès à cette substance. En 2018, les services secrets ont essayé d'empoisonner la famille Skripal. Manque de bol, ils n'ont pas réussi. Les deux sont toujours vivants. Hein. On ne sait pas où ils sont cachés maintenant par les services secrets britanniques, mais en tout cas, ils ne sont pas tués. Plus tard, quelques mois plus tard, toujours à Londres, il y a eu apparemment un couple qui serait aussi empoisonné par cette substance. C'est dire à quel point elle est hautement toxique, puisque quelques mois plus tard, on aurait retrouvé les traces de Novichok quelque part, et donc le couple qui était, je sais plus, j'ai lu ça il y a quelque part à l'époque, soit c'était des toxicomanes, soit quelque chose comme ça, et donc ils ont été contaminés par ce truc-là, quelques mois plus tard. Tandis qu'ici, dans l'affaire de Navalny,
On a toute la famille qui traîne dans sa chambre à l'hôtel et visiblement personne n'attrape pas cette substance. C'est quand même assez curieux. Bon, ensuite, en 2020, les services secrets russes, encore une fois, essayent d'empoisonner un opposant politique. Et encore une fois, ils n'y arrivent pas. Mais vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, ces Russes. C'est extraordinaire. Hein. Ils n'arrivent pas avec une substance aussi forte et avec tout le savoir des services secrets, ils n'arrivent pas à éliminer un opposant politique qui, après ça, est capable de prendre un avion, de passer d'une ville à l'autre, on détourne l'avion en route entre Tomsk et Omsk, ce sont deux villes différentes, donc l'avion atterrit dans une autre ville, on l'évacue de l'avion, il est toujours vivant, on l'amène à l'hôtel, il est toujours vivant. 2 jours plus tard, on l'amène avec un autre avion carrément à l'autre bout de la terre en Allemagne, on le soigne et il est finalement vivant. Alléluia, c'est formidable. Je ne sais pas, qui peut croire en ce genre de salade? Je veux bien, par exemple, comprendre ou imaginer que, bon, bah, il y a eu une tentative quelque part une fois et on n'a pas réussi, on a raté. Mais là, c'est quand même assez curieux, avec une arme chimique hautement toxique. 2 fois, on essaye d'éliminer des gens qui ne sont pas suffisamment gentils avec le pouvoir en place en Russie, et on n'arrive pas, quoi. Les Russes sont tellement cons, tellement nuls, qu'ils sont incapables d'utiliser leur propre arme qui est hautement toxique. Et à chaque fois, ce sont des scandales internationaux. À chaque fois, on accuse les mêmes personnes. À chaque fois, enfin, à chaque fois, il y a eu en tout cas 2 ou 3 précédents, on va dire, avec cette substance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est le même scénario, à peu près comme avec les révolutions de couleur. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? Parenthèse étant fermée. Et aussi un autre moment, d'ailleurs, j'y pense maintenant, c'est qu'à l'époque, lorsque Vanessa May, ex-premier ministre britannique, lorsqu'elle a annoncé aussi au monde que la famille Skripal était empoisonnée par Novichok, sa phrase clé, en fait, c'est cette espèce d'invictive, elle commençait par highly likely. Ça veut dire que on est presque sûr que c'est Novichok. Mais à date, à ma connaissance, les Britanniques n'ont jamais démontré, n'ont jamais présenté de preuves tangibles que c'était bel et bien Novichok qui a été utilisé contre les Skripal. Bon, voilà, j'ai donné quelques faits. Bien sûr, on peut en trouver d'autres. Il peut y en avoir d'autres explications, d'autres accusations, d'autres confirmations, d'autres preuves, etc. Peut-être que c'est Poutine qui a essayé de tuer Navalny. C'est possible. Peut-être que c'est les Occidentaux qui ont essayé de le tuer. Peut-être que lui, simplement, il a essayé d'attirer attention sur lui de cette manière-là, en buvant un espèce de truc, et ensuite, bon, bah, une fois qu'il est arrivé. D'ailleurs, un petit détail aussi très intéressant, au moment où Navalny est arrivé en Allemagne, et au moment où les Allemands ont dit que ça y est, on sait de manière sûre c'est Novichok, j'ai reçu un message d'un ami qui est russe, qui vit toujours en Russie. Il m'a dit, t'as vu, ça y est, ils ont confirmé, on le savait, que c'est Novichok, donc automatiquement c'est Kremlin qui a essayé d'empoisonner Navalny. Et ma première réaction à froid était de lui répondre, et tu t'attendais à autre chose de la part d'Occidentaux dans cette affaire? Tu pensais vraiment qu'ils allaient dire, oui, effectivement, Navalny, il a bu trop de vodka, il a bu trop ou mangé je sais pas quoi, et donc il s'est retrouvé dans cette mauvaise posture, c'est pour ça qu'elle était mal. Bien sûr qu'ils allaient utiliser cet outil-là de communication, en plus 2 ans et demi à peine après l'affaire Skripal, pour éventuellement, je sais pas, peut-être essayer de tirer, euh, comment dire, la couette de leur côté, soit dans l'affaire de Nord Stream, peut-être renégocier les contrats, peut-être baisser les coûts, les prix, peut-être pour obtenir d'autres choses de Poutine, etc. Ou bien peut-être qu'il y a eu une pression folle qui a été mise par nos amis d'outre-Atlantique sur les Allemands, sur les Européens, pour parvenir à ce résultat. Donc, comme je vous ai dit au tout début, on ne saura jamais la réalité des choses. Il faut savoir observer tout ce qui se passe dans cette espèce de petit carré noir qui s'appelle la télé. Il faut toujours observer les choses venant de là avec un filtre assez épais, puisque ce qu'on nous dit à la télé en France, ce qu'on nous dit à la télé en Russie, tout comme ce qu'on nous dit aux États-Unis ou partout ailleurs, vous pouvez tout diviser par 10, par 20, par 30, voire par 150. Je ne souhaite pas la mort à Navalny, absolument pas.
Il s'en est sorti très bien. Quel sera le développement des événements? On verra par la suite. Personnellement, je ne pense pas qu'un jour, je peux me tromper. Attention, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'un jour, il puisse vraiment accéder au fauteuil de Poutine, non pas parce que Poutine fera tout pour que Navalny ne puisse pas y accéder, mais surtout parce que je pense que Navalny n'a pas suffisamment sous le pied, n'a pas de matière et n'a pas les reins suffisamment solides pour parvenir à ce poste-là. Je pense qu'il y a des requins bien plus gros, bien plus matures, qui gravitent déjà aujourd'hui autour de Kremlin, qui vont, après Poutine, puisque de toute façon il n'est pas éternel, qui vont accéder à cette place. Et Navalny, selon moi, restera toujours cette espèce de électron libre, une sorte de blogueur qui, selon moi, est extrêmement utile et nécessaire. Je pense avoir retracé vraiment les grandes lignes de cette affaire. Bien sûr, mon analyse peut être discutable, mon analyse peut être totalement fausse, tout comme elle peut être aussi peut-être parfaitement exacte. Hein, le temps nous le montrera. Je ne prétends pas détenir la vérité, c'est simplement mon analyse, encore une fois, la plus neutre possible, en tout cas tel est mon souhait. J'espère vous avoir apporté une vision un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus proche de la réalité, puisque en lisant simplement des commentaires et des éditions typiquement pro-occidentales, je pense que vous ne trouveriez pas forcément ce genre d'approche. Donc, en d'autres termes, j'espère que mon analyse vous aide à y voir un peu plus clair et de manière un peu plus impartiale. Tchuss.